sud de l'Espagne, des archéologues ont retrouvé les traces d'une civilisation oubliée appelée El Argar. Il y a 4000 ans, dans une Europe alors uniquement peuplée de tribus, elle aurait fondé ici le premier État d'Europe occidentale. En Europe, Grecs et Romains ont durablement marqué notre histoire. El Argar, cette puissante civilisation qui a régné sur ces terres arides à l'âge du bronze, a pour sa part totalement disparu de notre mémoire collective. Voilà le territoire immense, grand comme la Belgique, sur lequel la civilisation El Argar a régné pendant plus de 700 ans, entre 2200 et 1550 avant notre ère. On sait qu'elle a brutalement disparu. C'est peut-être la raison de notre amnésie, pourquoi on a oublié cette civilisation. Mais aujourd'hui, les archéologues vivent une aventure extraordinaire. Ils sont en train de découvrir jour après jour des témoignages de cette civilisation. Croyez-moi, c'est quelque chose à vivre. Les tout premiers vestiges ont été découverts au XIXe siècle. Deux ingénieurs belges, les frères Siret, découvrent dans le village d'El Argar, dans le sud de l'Espagne, une étrange nécropole qui ne ressemble à rien de connu. Ils comprennent qu'il s'agit d'une nouvelle civilisation de l'âge du bronze. Ils vont lui donner le nom du lieu de cette découverte. Par la suite, quelques fouilles effectuées dans la région confirment cette hypothèse. Mais au XXe siècle, notamment pendant la période franquiste, ces premières découvertes sont peu à peu tombées dans l'oubli. Il y a 2 ans, un groupe d'archéologues de l'Université autonome de Barcelone a repris l'enquête à zéro. Au cœur du territoire d'El Argar, le sommet de la Almoloya, ce vertigineux piton rocheux de plus de 50 mètres de haut, a été le point de départ de leur investigation. Bonjour Vicente. Comment ça va? Alors, c'est la dernière tombe découverte sur le site? La dernière, la última. Après 2 campagnes de fouilles, Vicente Lull a mis au jour sur ce piton une cité. Avec des tombes, des rues, des habitations. Et surtout, en plein centre, un édifice imposant qui va s'avérer décisif pour comprendre la civilisation El Argar. Ah, c'est beaucoup plus grand que les autres espaces qu'on a vus. Oui, la pièce fait en tout 120 mètres carrés, avec une superficie utile de 90 mètres carrés. Pour un édifice de presque 3800 ans, c'est vraiment un exploit technologique de premier ordre. Ils ont dû planter ces énormes poteaux pour supporter toute la superficie du toit. Et là, ce qu'on voit là tout le long, c'est quoi? Ça, c'est un banc qui fait tout le tour de l'édifice. Plus on avance, plus le banc s'élève. Et plus le banc sur lequel on est assis est haut, plus on est important. Au fond de la salle, il finit même par être 2 fois plus haut que de l'autre côté de la pièce. Ce banc continue vers la droite et débouche sur ce trône, un podium, certainement réservé à la personne la plus importante de l'Assemblée. Près de 50 personnes pouvaient s'asseoir ici. Grâce à ces éléments, les archéologues ont pu proposer une restitution de cet édifice. À quoi pouvait-il servir? Aucun artefact de vie quotidienne n'a été retrouvé ici. Il ne s'agissait donc pas d'une habitation. C'est une preuve par la négative. Ici, on ne produit rien,
on ne mange rien, on ne fait rien d'utile. À quoi peut donc servir une salle basiquement inutile? Eh bien, à penser, à raisonner, à décider. C'est pour ça qu'on pense que c'était un lieu politique. Mais est-ce que toutes ces caractéristiques ne pourraient pas aussi correspondre à une structure rituelle, à quelque chose de religieux? Bien sûr, ce serait possible, mais El Argar se caractérise par une absence totale d'objets religieux. Et ici, bien sûr, il n'y en a aucun. On connaissait déjà des structures de ce type avant? C'est la toute première architecture politique qui existe en Europe continentale. Et ça, pour nous, ça a été une grande surprise. Les archéologues comprennent qu'ils ont découvert un lieu de pouvoir. Mais qui dirigeait El Argar? Ils trouvent alors un indice capital juste en face du trône. On a observé dans cette partie du banc, et on le voit encore un petit peu, que le banc s'élargit de plus en plus. Et quand on a vu cette anomalie, on s'est dit, on a trouvé quelque chose. Et oui, il y avait bien quelque chose. Les archéologues découvrent sous le banc cette urne en céramique. À l'intérieur, 2 squelettes accompagnés de poteries. Des dizaines de tombes ont déjà été retrouvées sur le site, mais aucune ne contenait autant de bijoux de cette qualité. L'un des défunts a même le crâne orné d'un diadème en argent, posé comme une couronne. S'agirait-il de l'un des chefs de la civilisation El Argar? La suite de l'enquête a lieu à 40 km de là, à Murcia, où ont été transportés les squelettes et les artefacts. Au laboratoire du musée archéologique, le co-directeur de la fouille, Roberto Rich, les a analysés. Alors, la voilà, cette fameuse tombe trouvée à la Almoloya? C'est l'une des tombes les plus importantes de l'âge du bronze. Elle contenait 2 individus, une femme de 25-27 ans et un homme de 35-40 ans. Et grâce aux données morphologiques, nous savons qu'ils partageaient un lien de parenté. Ce ne sont pas un mari et sa femme, comme on l'avait pensé au début, parce qu'ils ont une relation de lignage, de parenté. C'est peut-être un père et sa fille, des cousins, des frères et sœurs. Là, c'est intéressant parce que souvent, quand on pense à la génétique, on pense à l'ADN, mais en fait, en anthropologie, on peut voir par certaines caractéristiques sur les dents, le palais, etc., qu'il y a des relations. Exactement. D'ailleurs là, c'est justement en étudiant leurs dents qu'on a compris que ces défunts étaient de la même famille. Donc on a ici une tombe dans un endroit très spécial, avec des gens qui ont une relation de parenté et un accès privilégié aux richesses. On peut parler de sorte de nobles de la société d'El Argar? Sans aucun doute, absolument. Une telle quantité d'objets, d'aussi grande qualité, qui demandent un tel niveau de connaissance, d'orfèvrerie, de travail du métal, nous n'en avions encore jamais retrouvé dans aucune autre tombe d'El Argar. Si on prend quelque chose qui nous est familier, ce sont des sortes de princes ou de rois. Exact, même si nous préférons parler de classe dominante. Parler de prince fait trop référence au Moyen-Âge. Mais oui, c'est clairement une classe dominante, puisque ce sont les seuls à avoir accès à ces richesses, à ces bijoux. À ce stade de l'enquête, Roberto sait désormais qu'à El Argar, le pouvoir politique se trouve entre les mains d'une dynastie. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi acquis la conviction que cette dynastie contrôlait de façon stricte le pouvoir économique. Il en a trouvé les indices en fouillant le sommet de ce promontoire à une 30aine de kilomètres de la Almoloya.
Voilà, on voit la Tierra del Lienzo juste en face, là-haut sur cette colline. Tu vois, cette petite montagne? Sur cette colline, la seule trace d'occupation est de la période d'El Argar. Personne n'a vécu ici avant et personne n'a vécu après. En fouillant ce lieu, Roberto a découvert que les dirigeants d'El Argar avaient mis en place un système de production extrêmement structuré. Il a en effet retrouvé cette immense forge, avec des ateliers disposés tout autour. Située à plusieurs kilomètres du premier village, c'était une zone entièrement dédiée à la production. Il a pu le prouver en mettant au jour ses enclumes, incrustées d'éclats d'argent. L'analyse de ces éclats a montré que la production était remarquablement organisée sur tout le territoire. L'analyse des isotopes de plomb contenus dans l'argent nous a indiqué un seul site d'où peut provenir cet argent. Et ce site est dans la région de Jaén. C'est loin, c'est éloigné d'ici? À vol d'oiseau, parce qu'évidemment il y a plein de montagnes au milieu, à vol d'oiseau c'était environ 250-300 km. Donc ça signifie qu'ils vont chercher, donc ils contrôlent d'une certaine manière des mines d'argent qui se trouvent là quelque part à 250 km, ils le font venir sous forme de lingots, ils le travaillent ici, tout ça pour l'élite, c'est une organisation extrêmement complexe. Oui, extrêmement complexe. Au Bronze ancien, il y a 4000 ans, émerge sur ce territoire une organisation hiérarchique s'appuyant sur une société de classe. Les masses travaillent pour une élite. Et c'est pour cette raison, en prenant en compte toutes ces preuves, que nous pensons qu'il s'agit d'un État, le premier État d'Europe occidentale. Pourquoi Roberto parle-t-il d'État? En archéologie, on utilise un certain nombre de critères pour classer les sociétés sur une échelle qui irait du plus simple vers le plus complexe. Le contrôle des populations, via une armée par exemple, le contrôle de certains territoires et notamment des échanges de minerais en l'occurrence, une certaine forme d'inégalité sociale qui serait reflétée dans les tombes, avec des gens appartenant à une élite et d'autres du côté du peuple, avec éventuellement plusieurs gradations, des sites différenciés, eh bien tout cela correspond à un État archaïque. On est bien au-delà du stade de la chefferie, du stade de la tribu. Il existait déjà des États, bien entendu, en Égypte ancienne, en Mésopotamie. Mais c'est la première fois, dans ce cas-ci, qu'on peut observer ce genre de phénomène et de formation sociale en Europe occidentale. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler du premier État européen. Je pars à la rencontre du céramologue Carlos Velasco. Il a poussé l'enquête encore plus loin. En étudiant les céramiques retrouvées dans les tombes, il a fait un constat étonnant. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est que pendant les 500 ans de règne d'El Argar, il n'y a aucune expression artistique, aucun dessin, aucune peinture sur ces céramiques. Et c'est totalement anormal, parce que l'être humain, depuis ses origines, a toujours éprouvé le besoin inné de s'exprimer artistiquement, notamment dans les grottes avec les peintures rupestres. Il y a une rupture très grande entre la société argarienne et la société précédente, qu'on appelle le Chalcolithique. Au Chalcolithique, les céramiques étaient très décorées. Mais au moment d'El Argar, on supprime toute expression artistique. En fait, on est passé d'une société collective à une société dominée par une poignée d'individus. Et cette élite oblige la population à agir de telle ou telle manière. Dans ce cas précis, d'une manière tout à fait iconoclaste, parce que c'est désormais totalement dépourvu d'expression artistique ou plastique. Si l'on suit ce modèle, ça signifie que l'État contrôle totalement la production. Oui, tout cela va perdurer pendant pratiquement 500 ans, jusqu'en 1550 avant notre ère.
Donc on a ici un contrôle complet de la production, une standardisation des formes, des privilèges pour l'élite. À quel type d'État est-ce qu'on a affaire? Il faut bien comprendre qu'on a affaire à un État totalitaire. On parle de 500 ans de négation totale de tout type d'expression. Ça correspond à un État qui exerce un contrôle très fort sur les esprits. Oui, un État totalitaire. Les archéologues ont découvert un autre élément qui, d'après eux, conforte cette hypothèse d'un État totalitaire. Ils ont fouillé le site de Labastide, au creux des montagnes. En 2012, ils ont mis au jour cette impressionnante muraille qui mesurait 7 mètres de haut et 300 mètres de long. C'est Raphaël Micot qui a dirigé les opérations. Ah, waouh! Ah, c'est monumental et très très bien conservé. Ça a été découvert comme ça? Oui, ça nous a fait cet effet-là à nous aussi. Quand nous avons commencé les fouilles en 2012, tout était recouvert de terre. Et nous n'aurions jamais imaginé mettre au jour de telles fortifications aussi monumentales. Derrière cette muraille, les archéologues ont découvert les vestiges d'une ville de 1000 habitants, ce qui est considérable pour l'âge du bronze. Ils pensent qu'il s'agissait d'une des cités les plus importantes de la civilisation El-Argar. Ils ont acquis la conviction qu'ici, le contrôle social s'effectuait par la violence. C'est en tout cas l'hypothèse que défend Raphaël, car il a fait une découverte inédite. Je vais te montrer. Cette arme datée de près de 4000 ans. C'est une hallebarde en cuivre, qui constitue l'une des premières armes de la préhistoire européenne. Elle était emmanchée dans une sorte de bâton et on s'en servait comme d'une hache. Cette arme était utilisée avec un poignard qu'on a aussi retrouvé. Dans le cas d'un combat corps à corps, avec cette main, le guerrier levait la hallebarde. Et une fois que l'ennemi était sans défense, avec le poignard dans l'autre main, il pouvait l'attaquer. Cela facilitait le geste pour l'atteindre. Ces armes m'impressionnent. De toute ma carrière, je n'en avais jamais vu d'aussi anciennes. Les fouilleurs ont retrouvé plusieurs dizaines d'hallebardes de ce type dans les tombes de différents sites argariens. Avant El-Argar, aucun peuple en Europe n'avait fabriqué de tels objets, dont l'unique but est de tuer. C'est une arme de spécialiste. Et c'est très important parce qu'avant El-Argar, la violence existait déjà, bien entendu. Mais c'était la population elle-même qui se défendait en utilisant ces outils du quotidien. Avec El-Argar, un changement radical se produit. Ce n'est pas tout le peuple qui se défend. La violence est entre les mains d'un groupe spécifique. Raphaël n'a trouvé aucune trace d'un ennemi étranger. Il en a déduit que ce groupe d'hommes lourdement armés ne défendait pas la ville contre des envahisseurs, mais constituait une sorte de milice interne dans la cité. Donc El-Argar dispose d'une sorte de garde professionnelle.
ça laisse penser que la violence et la coercition participaient de l'exercice du pouvoir à El Argar. Oui, pour cette période, c'est absolument inédit. Les élites commencent à utiliser la violence comme un instrument politique, en s'appuyant sur des guerriers spécialisés. Tout ça pour maintenir un système de privilèges. Des privilèges politiques, des privilèges économiques. Selon l'équipe espagnole, tous les éléments sont réunis pour affirmer qu'El Argar était bien un État au pouvoir absolu. Ils vont alors devoir répondre à une autre question. Comment cette civilisation a-t-elle fini par disparaître brutalement en 1550 avant notre ère? Ce sont des indices infimes qui les ont mis sur la voie. Ils se trouvent là où toute cette enquête a débuté, à la Almoloya. Dans le sol des habitations, Vicente Llull a découvert cette couche brune. Ce sont des cendres datées de 1550 avant notre ère. Regarde, ce sol est plein de cendres. Tu vois? Bon, la pluie les a un peu diluées, mais on voit bien que le sol est plein de cendres. Ces cendres recouvrent toute la superficie du site. Selon Vicente, la Almoloya a été entièrement détruite par un gigantesque incendie. L'incendie a été généralisé. Toute la cité a été abandonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas qu'ici. La même chose se passe dans tout El Argar. Près de 85% des cités sont abandonnées au même moment. Et chaque fois comme ça, de manière violente, avec des incendies, des destructions. Oui, exactement. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser que la cité a été envahie. Mais il n'y a aucune trace d'invasion. Notre théorie, ou plutôt notre hypothèse, c'est qu'il y a une révolution interne. Une guerre civile dans le royaume argarien? Oui, c'est ce qu'on pense. Pour une simple raison, il n'y a aucune trace d'intrusion d'autres traditions culturelles. Mais d'après les recherches de ton équipe, quels sont les motifs qui auraient pu pousser les habitants eux-mêmes, le peuple, je ne sais pas, quelle partie de la société argarienne, à se révolter et à détruire leurs propres établissements? C'est au moment où l'État est au maximum de son pouvoir que la population est la plus opprimée. On a pu démontrer que la malnutrition était généralisée dans la population. Un enfant sur deux mourait en bas âge. Et il y a une pression de travail très forte. Or, quand il y a une pression très forte, la population supporte jusqu'au jour où elle ne peut plus supporter. Il y a 3500 ans, El Argar pourrait donc avoir été le théâtre de l'une des premières révolutions populaires d'Europe occidentale. Les résultats de l'enquête de Vicente dépassent tout ce que j'avais pu imaginer. Tout ce que j'ai vu, Vicente, m'a vraiment impressionné. Une métallurgie vraiment très très élaborée, de l'argent notamment, une hiérarchie sociale extrêmement complexe, un contrôle économique sur des distances absolument incroyables. On a vraiment l'impression que El Argar était un État en avance sur son temps. Exactement, je partage totalement ton avis. El Argar était vraiment en avance sur son temps. C'était un État complètement insolite à cette période en Europe continentale. On parle de 650 ans de développement économique. Mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est que ce développement se fait aux dépens de la population. On ne va pas faire une analyse politique de tout ça, mais on doit bien reconnaître que la majorité des habitants d'El Argar étaient vraiment exploités. Parce que pour atteindre ces objectifs, l'élite avait les moyens d'exercer une violence très forte sur les classes dominées. C'est pour ça qu'ils ont vraiment brisé tous les symboles, tous les signes d'identité. Par exemple, ce peuple ne va plus jamais inhumer ses défunts selon les rites argariens. Et ça, c'est extrêmement curieux quand même, parce qu'effectivement, il y a des leçons à tirer du passé, mais quelque chose d'absolument incroyable se passe, c'est que El Argar se termine avec ses grands incendies, etc. Et tout ce qui faisait, disons, la culture d'El Argar, du jour au lendemain,
disparaît. Exactement. C'est un changement radical, un changement révolutionnaire. Ensuite, on ne parlera plus jamais des Largars, c'est terminé. La civilisation des Largars disparaît et elle est oubliée. Oui, c'est l'oubli total. Grâce à l'enquête des archéologues, après des millénaires d'oubli, El Largar est en train de ressurgir et trouvera peut-être enfin sa place dans notre mémoire collective.